Le journal de 17h, la surprise Éric Ciotti, qualifié pour le second tour de la primaire des Républicains. Il affrontera Valérie Pécresse. Elle obtient le soutien de Xavier Bertrand et de Michel Barnier. Le second tour commence demain à 8h. Nous serons avec Jean-Philippe Moinet. Faut-il rendre la vaccination obligatoire? L'Allemagne y pense, l'Autriche a déjà sauté le pas, les États-Unis renforcent plutôt les mesures aux frontières. On fera le point et le tour du monde avec Bruno Darou. Échange tendu entre Blinken et Lavrov, Américains et Russes s'opposent sur l'Ukraine, Kiev craint une nouvelle invasion, les deux parties misent toutefois sur la diplomatie. Bienvenue à tous, les cartes sont donc rebattues à 4 mois de la présidentielle. Éric Ciotti et Valérie Pécresse, vainqueurs du premier tour de la primaire des Républicains. Ils obtiennent près de 25% chacun. Viennent ensuite dans le détail Michel Barnier, 23,93%, Xavier Bertrand, 22,36% et Philippe Juvin, un peu plus de 3%. Le second tour commence demain matin et il commence bien pour Valérie Pécresse puisque la présidente d'Île-de-France obtient le soutien de Michel Barnier et de Xavier Bertrand. Bonjour Jean-Philippe Moinet et merci de répondre à nos questions. Vous êtes directeur de la Revue Civique, chroniqueur au Huffington Post et partenaire de l'Institut Via Voice. Éric Ciotti finaliste, Marine Le Pen évoque la revanche de la ligne Wauquiez, c'est pas faux? Alors Jean-Philippe Moinet, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, le contact est rétabli. Je donnais la réaction de Marine Le Pen qui réagissait à la victoire d'Éric Ciotti. Elle dit que c'est la revanche de la ligne Wauquiez. C'est pas faux? C'est pas totalement faux, c'est vrai. Ce qui est très surprenant, il y a deux choses dans cette étape du premier tour. C'est que ce parti, finalement, avec ses 4 principaux candidats, se fracture finalement en 4 quarts. Il y a 4 quarts quasi à égalité entre les 4 principaux candidats, avec effectivement un deuxième élément d'analyse de ce premier tour. Quelqu'un qui arrive en tête, qui est Monsieur Ciotti, Éric Ciotti, suivi de très peu de Valérie Pécresse. Et en fait, personne n'a finalement écrasé le match au premier tour dans cette famille politique-là, qui elle-même s'est quantitativement rétrécie, puisqu'on se souvient qu'à la primaire du même parti LR de 2016, ce mouvement représentait 240 000 adhérents. Là, ils sont à 130 000, même si ça a progressé ces derniers mois. On voit bien que c'est à la fois donc un mouvement qui s'est rétréci ces dernières années en nombre d'adhérents et qui se fracture en quatre électorats de ce premier tour. Et donc, il va falloir des efforts pour recomposer l'unité de ce parti. Mais Éric Ciotti est l'illustration de la droitisation des Républicains, chantre de la droite dure, plus proche de Zemmour que de Macron. Alors c'est vrai que ce duo actuel trace 2 lignes stratégiques différentes. Celle de Éric Ciotti, effectivement, qui lorgne depuis longtemps de son département des Alpes-Maritimes vers un électorat d'extrême droite, celui du Rassemblement national. Maintenant, l'extrême droite est bicéphale et effectivement, ces dernières semaines, il s'est illustré pour avoir entre guillemets, une ouverture vers le candidat d'extrême droite et le polémiste Éric Zemmour. L'autre ligne stratégique est différente, celle de Valérie Pécresse, qui reste dans une tradition de ce parti-là, de ce parti gaulliste qui a toujours été, jusqu'à présent, plutôt même très intransigeant vis-à-vis d'une certaine porosité avec l'extrême droite. Donc il y a 2 personnalités, mais aussi 2 lignes stratégiques. Et je pense que ce n'est pas un hasard si Xavier Bertrand, d'une part, et Michel Barnier, d'autre part, ont tout de suite apporté leur soutien à Valérie Pécresse, parce qu'il s'agit non seulement de maintenir cette tradition de la droite républicaine, mais qui est autant de droite qu'elle est républicaine, et de faire peut-être barrage à Éric Ciotti, dont on ne sait pas où il peut amener ce mouvement-là. Oui, ça veut dire que Valérie Pécresse est bien partie pour l'emporter, on le verra samedi. Vous parliez de Xavier Bertrand, le chouchou des sondages pour la présidentielle, en tout cas côté LR. Il échoue, il arrive 4e, même si c'est très serré. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, il y a plusieurs choses qui n'ont pas marché dans le logiciel LR actuel. Premièrement, c'est sa volonté de partir de ce mouvement. Il y a quelques années, il a été le premier à le faire parce que précisément, Laurent Wauquiez, qui était président de LR, avait dit entre les 2 tours de la présidentielle de 2017 qu'il
resterait une forme de neutralisme, en tout cas d'une abstention entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et Xavier Bertrand avait considéré que ce n'était pas acceptable pour lui et pour une partie d'ailleurs de ce mouvement, les Républicains. Et donc, il y avait ce départ et ensuite, il y a eu ce retour en arrière pour lui qui était de revenir dans cette famille et d'accepter ce qu'il avait refusé pendant longtemps, à savoir le principe même d'une primaire. Il avait plusieurs fois dit, et très fortement, qu'il ne voulait pas d'un filtre de sélection des primaires et que sa candidature à lui était celle, dans la tradition du général de Gaulle, disait-il, était celle d'un rapport personnel entre le peuple et lui. Or, il a changé de position, il a voulu participer à cette primaire et ça n'a pas du tout été récompensé par les adhérents LR qui, par ailleurs, ont préféré Éric Ciotti peut-être sur le thème de la présence durable dans ce mouvement. Une dernière question sur la primaire en elle-même. Est-ce que grâce à elle, les Républicains se sont recrédibilisés ? C'est un exercice plutôt réussi pour l'instant ? Alors, recrédibiliser, je ne suis pas sûr à 100%, mais en tout cas, ils sont revenus dans le cœur de cette pré-campagne, parce qu'on n'en est qu'au niveau d'une pré-campagne. Il faut rappeler que du point de vue de l'opinion publique, généralement parlant, les Français sont encore loin d'être dans le sujet de l'élection présidentielle. Ça viendra sans doute en janvier ou février prochain, mais une partie de l'opinion, pas loin de 40% des Français, ne considèrent pas que la présidentielle est leur sujet de préoccupation aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question, crédibilisation, je ne sais pas, mais par contre, remise au centre du débat public, oui. Et c'est vrai que c'était un des arguments des organisateurs de cette primaire de considérer, et de ce point de vue, ça a été plutôt réussi, même si c'est relatif par rapport à un autre candidat venu de nulle part et qui a fait beaucoup parler de lui, mais les Républicains ont pu revenir un petit peu au devant de la scène et ça va sans doute se produire ces prochains jours avec le second tour de cette primaire qui va polariser l'attention à la fois des sympathisants adhérents de ce mouvement, mais aussi de l'opinion publique, puisque ça va être un enjeu important de savoir lesquels des deux, entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse, va réellement sortir gagnant des urnes d'ici samedi. Voilà, réponse samedi à la mi-journée. Merci Jean-Philippe Moinet, directeur de la revue Civique. Le coronavirus, le variant Omicron fait le tour du monde. Dernière apparition en Norvège, une dizaine de personnes seraient porteurs. Oslo réintroduit donc de nouvelles restrictions. Tout comme l'Allemagne qui vise les non-vaccinés. Bonjour Bruno Darroux. Bonjour Julien. L'Allemagne qui s'apprête aussi à rendre la vaccination obligatoire. Ça fait débat en Europe. Oui, disons que ce débat autour d'une obligation vaccinale, eh bien, face à l'épidémie actuelle de Delta, cette vague épidémique très importante, et puis évidemment avec l'apparition du variant Omicron, ce débat il prend de l'ampleur, même si tous les pays n'adoptent pas la même position. Il y a des pays qui ont déjà franchi le pas, c'est le cas de l'Autriche qui a décrété que la vaccination serait obligatoire à partir du mois de février. Il y a des pays comme l'Allemagne qui commencent à y réfléchir sérieusement. Il y a des pays en revanche qui estiment que pour l'instant il ne faut pas aller trop vite. C'est le cas notamment de la France. Alors, pourquoi c'est différent ? Ça peut s'expliquer par le fait que la France, par exemple, estime que, c'est en tout cas ce que dit le gouvernement, sa stratégie du pass sanitaire a été très efficace, a été un puissant incitatif à la vaccination. Et de fait, en France, il y a près de 76% de la population qui a un schéma vaccinal complet de 2 doses, loin devant en fait des pays justement comme l'Allemagne ou l'Autriche, où on en est simplement aux 2/3 de la population vaccinée, ce qui fait que la couverture vaccinale n'est pas suffisante. Donc ça explique ces différences. Dans le cas de la France, il y a aussi quand même, il faut le dire, une philosophie, on va dire, du président Macron qui estime que, évidemment, la sécurité sanitaire c'est très important, mais l'état de l'économie c'est très important aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a, voilà, toutes les mesures de confinement, etc. ont été rejetées. Et il y a évidemment un agenda politique, une obligation vaccinale à 4 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Évidemment, c'est un risque, mais de toute façon, de manière presque philosophique, le président Macron n'est pas pour. En revanche, il y aura peut-être un renforcement du pass sanitaire. Est-ce qu'on va aller vers un pass vaccinal ? Ça, c'est vraiment une des questions importantes aussi.
On quitte l'Europe pour les États-Unis, puisque là-bas l'approche est un peu plus est complètement différente, puisque on renforce les mesures aux frontières. Voilà, alors aux États-Unis, où aussi, après un très bon début, la couverture vaccinale de la population a un peu marqué le pas, il n'y aura pas sans doute d'obligation vaccinale aux États-Unis, ce n'est pas la culture du pays. Ça existe dans certaines villes américaines. Voilà, ça existe dans certaines villes, mais au niveau fédéral, c'est trop compliqué, vu précisément la structure fédérale de l'État américain. Et en revanche, effectivement, pour l'instant, il y a des contrôles renforcés aux frontières, puisqu'à partir de la semaine prochaine, pour rentrer aux États-Unis, il faudra, même si on est vacciné, présenter un test PCR négatif. Alors vous voyez que tous ces débats ont lieu quand même dans le monde riche, dans le monde occidental, où il y a déjà eu quand même beaucoup de vaccins. Avec maintenant la question, est-ce que le variant Omicron va prendre le pas sur le variant Delta? Ça, c'est évidemment une question qui inquiète un peu les spécialistes. Et puis avec l'autre question qui est que, au niveau mondial cette fois-ci, beaucoup de pays, notamment en Afrique, sont très peu vaccinés. Et évidemment, c'est là aussi une source de préoccupation. L'Afrique du Sud n'est actuellement pas très contente parce qu'en fait, ce sont les chercheurs sud-africains qui ont séquencé le variant Omicron. Et c'est eux, pour le moment, qu'on punit en fermant les frontières pour les pays d'Afrique australe. Le président Ramaphosa, sud-africain, parle même d'apartheid sanitaire. Alors certains pays, comme par exemple justement la France aussi, vont rouvrir leur espace aux pays d'Afrique australe la semaine prochaine, mais très certainement avec un test PCR négatif. Merci beaucoup Bruno. C'est un dialogue de sourds qui perdure depuis 7 ans. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de tensions et de violences. Nouvelle poussée de fièvre cette semaine, puisque Kiev estime que plus de 100 000 Russes sont massés à sa frontière. Voilà pour le constat. La solution passe pour l'instant par la diplomatie. Une rencontre a eu lieu ce jeudi entre l'Américain Antony Blinken et le Russe Sergueï Lavrov. Nous sommes prêts à aller de l'avant pour régler la crise ukrainienne. Et nos collègues américains ont répété à plusieurs occasions qu'ils étaient prêts à nous aider à y parvenir. Le meilleur moyen d'éviter une crise, c'est la diplomatie. Et c'est pourquoi j'ai hâte de discuter avec Sergueï. Mais, pour être clair et honnête, ce qui est le mieux à faire, si la Russie décide de poursuivre la confrontation, il y aura de graves conséquences. Les tournois internationaux de tennis dames sont suspendus en Chine. Décision de l'association des joueuses de tennis, la WTA, qui s'insurge du sort réservé à Peng Shuai. Cette championne avait accusé de viol un haut dirigeant chinois avant de disparaître et d'être privée de liberté. Un cas loin d'être isolé en Chine. David Gilbert. Le cas de Peng Shuai a attiré l'attention sur une pratique qui existe sous différentes formes depuis de nombreuses années en Chine. Quiconque critique le gouvernement est susceptible de disparaître de la vie publique en étant parfois placé en détention. L'un des plus célèbres exemples est celui du milliardaire et fondateur du site Alibaba, Jack Ma, qui en 2020 n'était pas apparu en public pendant 3 mois après avoir critiqué le système financier chinois dans un discours. Ce que la loi chinoise désigne comme des résidences surveillées dans un lieu désigné permet d'enfermer quelqu'un dans une prison noire sans aucun procès pendant 6 mois. L'avocat Liang Xiaozun en expliquait le principe en 2018 à France 24. Ça peut être n'importe où. En fait, c'est comme si des personnes disparaissaient. On ne sait pas bien où sont ces endroits. Même les personnes qui en sortent ne parviennent pas à dire où elles étaient. À l'intérieur, ces gens sont placés dans une pièce dans laquelle des gardes les surveillent 24 heures sur 24 et où tout ce qu'ils font est enregistré. Leurs mouvements sont limités, ils sont frappés, torturés. Ils doivent répondre à des questions. On les torture physiquement et psychologiquement. On estime entre 45 000 et 55 000 le nombre de personnes ayant subi ce type de détention depuis que Xi Jinping est devenu président en 2013, dont environ 15 000 pour la seule année 2020. En 2021, ce genre d'enlèvement continue de se pratiquer avec plus ou moins de retentissement médiatique, alors que la disparition de la joueuse de tennis Peng Shuai faisait la une des journaux partout dans le monde. 3 militants chinois ont disparu à cette même période. Wang Jianbing, Sophia Wang et Fang Ran ont été placés en détention pour avoir défendu les droits des travailleurs ou ceux des femmes. Les 2 premiers ont depuis été inculpés pour incitation à la subversion contre le pouvoir de l'État. On est toujours sans nouvelles du dernier.
Le message est clair, en Chine, défendre une cause qui n'est pas du goût du pouvoir est une ligne à ne pas franchir. Voilà pour l'essentiel. L'info se poursuit sur notre site france24.com. À la une, la primaire des Républicains, Éric Ciotti donc et Valérie Pécresse qualifiés pour le second tour. Il en sera bien sûr question dans quelques minutes. C'est l'émission politique avec Roselyne Fèvre.